Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le lancement du télescope Gaïa n'éclipse pas l'inquiétude des salariés d'Astrium. Ils sont venus en nombre ce matin devant le siège toulousain pour dénoncer le plan de suppression de postes qui les menace. Nous détaillerons cette information. Les délais ont donc été tenus. Le tram Garonne a accueilli ses premiers voyageurs ce matin et ils étaient plutôt nombreux à venir découvrir cette nouvelle ligne qui les transporte des arènes au palais de justice. Nous avons recueilli leurs impressions. Et on parlera également rugby avec une nouvelle qui risque de sérieusement compliquer la vie du stade toulousain. La Ligue nationale et la Fédération française de rugby ont trouvé un terrain d'entente pour limiter le nombre de matchs disputés par les joueurs internationaux. On voit rouge du côté des Sept-Deniers, le club étant l'un des principaux pourvoyeurs de joueurs de l'équipe de France. Nous reviendrons sur les conséquences de cet accord. Et François, on débute donc avec l'inquiétude des salariés d'Astrium. Oui, ombre et lumière pour l'entreprise leader dans le spatial européen, célébrée hier pour le lancement réussi du télescope Gaïa, mais menacée par un plan de licenciement. Ce matin, près d'un millier de salariés étaient rassemblés devant le siège toulousain. Ils redoutent des suppressions de postes annoncées par Tom Enders, le PDG de ADS, dont Astrium, rappelons-le, est une filiale. Sophie Voinis vous en dit plus. Colère, incompréhension, gâchis, dégoût, ce sont les termes employés ce matin lors de la mobilisation devant le siège d'Astrium à la Beige. Près de 800 salariés étaient présents à l'appel d'une intersyndicale pour dénoncer le plan de Tom Enders qu'ils jugent scandaleux. Nous sommes une société profitable, nous sommes dans un groupe profitable et il est absolument anormal que nous subissions un plan de réduction d'effectifs alors qu'il y a de la charge de travail pour les années à venir. Création de la valeur pour les actionnaires, maintenant une distribution d'une politique de dividendes ambitieuse, suppression d'emplois, ouais, c'est de la provocation. Quand quelque chose n'est pas en panne, il ne faut pas essayer de le réparer. Astrium marche bien et là on voit que Tom Enders essaye de changer des choses, il va tout détraquer. Les salariés ne comprennent absolument pas la situation vu qu'il n'y a pas de justification financière qui nous a été présentée. Et en 2012, Astrium a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, le meilleur du groupe ADS devant Airbus et Eurocopter. Astrium qui a même dépassé ses objectifs pour la filière satellite. Les salariés dénoncent aujourd'hui l'opposition entre leur propre vision humaine et scientifique et celle purement financière des actionnaires. Ici, les salariés, pour la plupart ingénieurs, techniciens ou ouvriers qualifiés, s'engagent pleinement sur des produits sur lesquels ils croient, sur lesquels en plus on fait des bénéfices. Et pour autant, ça ne suffit jamais à la boulimie des spéculateurs. Et à quelques mois des municipales, les principaux candidats à la mairie de Toulouse étaient présents eux aussi. Je défends le spatial depuis de très nombreuses années. Je considère que ça fait partie des industries qui sont les fleurons de notre ville, de notre agglomération, de notre région. Astrium particulièrement a un savoir-faire extraordinaire sur à la fois les télécommunications mais aussi sur tout ce qui est comme Gaïa hier qui est un fleuron scientifique. Donc je suis auprès des salariés pour dire qu'il y a une entreprise qui marche bien, qui a des résultats, qui a énormément de compétences et d'excellence et donc il n'y a aucune raison de faire payer aux salariés et ici sur Toulouse cette stratégie purement financière. Et je suis là parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Astrium se porte bien, remporte des marchés et on annonce des suppressions d'emplois. Donc les élus locaux, on est concernés. L'excellence toulousaine en matière de spatial, c'est une réalité, c'est un atout fort du territoire. On est là pour la défendre et donc c'est normal que je sois là avec les autres élus. Astrium Toulouse, c'est 3300 personnes au total, dont 2650 salariés en CDI. Les syndicats estiment aujourd'hui qu'avec les annonces de Tom Enders, entre 400 et 500 personnes pourraient perdre leur emploi. Tom Enders, élu cette semaine PDG de l'année, a envoyé ses vœux à l'ensemble des salariés du groupe ADS après son annonce de 5800 suppressions de postes. Les salariés d'Astrium lui ont souhaité ce matin de belles fêtes de fin d'année et donné rendez-vous en 2014. Pour être complet, à noter que les syndicats ont quitté en cours de séance le CE exceptionnel qui s'est tenu ce matin. Après y avoir effectué une courte déclaration. Tout ça s'inscrit, Jean-Marc, dans un contexte de concurrence accrue. Et oui, de façon générale, on peut dire que les Américains sont arrivés sur le marché en fait, du satellite civil et donc font concurrence aux Européens. Et qui plus est, rappelons que le dollar est beaucoup moins cher que l'euro, François.
Transport à présent avec vous, Jean-Marc, l'inauguration de la ligne Garonne. Ça y est, tout le monde l'attendait. Après 2 ans de travaux, 115 millions pour 3,5 km. Alors ce prolongement de la ligne T1 a fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, il fait circuler en tout cas le tramway. À l'heure de son fonctionnement, le regard des Toulousains a-t-il changé? Alain Seurat est allé très tôt ce matin leur demander. Mais moi, je travaille au palais de justice. Je suis commerçante, donc étant donné que j'habite dans le quartier, ça va me permettre de gagner un temps énorme. Gagner du temps, c'est le mot qui revenait le plus souvent dans la bouche des premiers usagers du prolongement de la ligne 1. Je vais à Palais de Justice et je prends le métro jusqu'à Compense-Cafarelli. Avant, je prenais le bus et donc j'attendais un peu. Ça va être plus rapide pour moi, donc je vais pouvoir dormir un peu plus. Ce prolongement, appelé ligne Garonne, dessert 34 000 habitants, 16 000 emplois, 6 lycées et 7 collèges. Et surtout, ferme le triangle de transport entre Jean Jaurès, Palais de Justice et Arène. Ce tramway permet aussi de contourner le changement fastidieux aux heures de pointe entre la ligne A et la ligne B du métro. Je vais jusqu'à la Beige. Éviter de prendre la ligne A pour arriver directement des Arènes à la ligne B, en fait, tout simplement. 6 nouvelles stations qui risquent de changer la vie de nombreux usagers. Moi qui travaille à côté du palais de justice, je pense que je vais l'emprunter. Voilà. Et vous pensez gagner en temps? Oui, tout à fait. Donc je vais changer mes habitudes de transport et prendre le tram. Voilà. En 2012, on comptait 21 000 usagers quotidiens sur la ligne 1. Tisséo espère, avec ses 3,5 km supplémentaires, arriver aux 30 000 usagers par jour. Une université toulousaine à l'honneur, François. Absolument, la meilleure université de France, c'est Paul Sabatier. C'est du moins ce qui ressort d'un classement effectué par le quotidien Le Monde, un classement basé sur des données collectées auprès de 50 000 étudiants en fonction de leur taux de placement dans le monde professionnel. 30 mois après l'obtention de leur diplôme, une enquête qui tord aussi le cou à l'idée d'un écart conséquent entre le niveau des écoles d'ingénieurs et celui des facultés. Jérôme Bolloc vous en dit plus. Avec 95% de diplômés de master en 2010 ayant un emploi 30 mois après l'obtention de leur diplôme, l'université Paul Sabatier est la meilleure université française en ce qui concerne l'insertion des diplômés en sciences et technologies. Oui, ce sont les mathématiques, l'informatique, tous les domaines scientifiques de ce qu'on appelle les sciences dures souvent. Comment on l'explique? Tout simplement, ce sont des formations qui sont importantes, des bonnes formations intellectuelles, et puis également des formations qui sont professionnalisées, c'est-à-dire qui offrent vraiment aux étudiants qui viennent suivre nos formations, d'une part des enseignants avec des enseignements auprès de chercheurs, donc qui sont à la pointe de la science telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité pour eux, mais également des outils pour développer leurs compétences pour l'insertion professionnelle. Pour autant, les écoles d'ingénieurs sont toujours devant les facs avec 96% de taux d'emploi contre une moyenne de 91% pour les universités scientifiques françaises. L'écart, il n'est pas statistiquement significatif. Si vous voulez, ce qu'il va falloir regarder, c'est un individu donné. S'il fait un parcours universitaire, il aura les mêmes débouchés à peu près que s'il avait fait une école d'ingénieur. Et ça, c'est quand même très important. Regardez les effectifs, par ailleurs, que nous diplômons dans ces domaines, ils sont très importants. On a un paradoxe. C'est que nous avons des formations qui insèrent extrêmement bien, avec un bon niveau d'emploi, et dans le même temps, dans un certain nombre de secteurs, des sciences et technologies essentiellement, eh bien l'attractivité n'est pas si forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants qui viennent. Et les entreprises, d'ailleurs, sont en attente qu'il y ait des flux de diplômés qui soient plus importants. Je crois qu'il faut, en fait, tordre le cou à des idées reçues sur l'université, et cette enquête contribue à le montrer. Cette enquête tombe à pic pour l'université Paul Sabatier puisque les élèves de terminale vont devoir faire leurs vœux d'études supérieures en janvier. À propos des lycéens, justement, un classement du magazine L'Étudiant vient de paraître. Taux de réussite au bac et capacité à faire évoluer les élèves y ont été analysés. Résultat, en Haute-Garonne, c'est le lycée Charles de Gaulle à Muret qui arrive en tête. Le lycée Ozen est 4e. Et on parle rugby maintenant avec une nouvelle convention signée entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby, François. Absolument, cette convention elle porte sur les 3 saisons à venir. Elle concerne la mise en place d'un groupe de joueurs pour le 15 de France qui ne pourra pas disputer plus de 30 matchs par saison. Le Stade Toulousain, qui forme un nombre important d'internationaux, pourrait bien être très impacté par la mise en place de cette nouvelle convention. Les détails avec Marlène Canal. Pour Éric Bonneval, ancien joueur du Stade Toulousain en équipe de France, la nouvelle convention aurait tout de l'usine à gaz. On serait sur 30 matchs sur l'année avec le club, si j'ai bien compris, y compris
la Coupe d'Europe, ça veut dire que s'ils font tous les matchs qui sont très compliqués, très durs, où on peut difficilement faire d'impasse, les matchs de Coupe d'Europe, donc les matchs de poule, plus les phases finales, sinon étant mieux pour les clubs français, ils peuvent être amenés à faire, je crois, que 12 matchs de championnat. C'est-à-dire moins de la moitié. Ça me paraît très compliqué pour un club. On prend Toulouse, Stade Toulousain. En plus, c'est un cas peut-être exceptionnel. Gros fournisseur de tauliers de l'équipe de France. Pas Maestri, pas du Sautoir. Actuellement, Florian Fritz. Bon, il y a UG, il y a Médard. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils font des grosses saisons comme ils sont capables de faire sans blessure et d'enquiller tous les matchs d'équipe de France, on va avoir ces 4 joueurs en moins au Stade Toulousain sur la moitié des matchs de championnat. Ça veut dire que la gestion des joueurs et que les joueurs qui vont être derrière, c'est comment on fait quoi. La Dépêche du Midi a annoncé aujourd'hui la démission de Jean-René Bouscatel, le président du Stade Toulousain, de ses fonctions à la Ligue pour montrer son désaccord, même si pour l'instant l'information n'est pas confirmée. Je comprends parce que ne pas avoir les bons joueurs et les très bons joueurs, parce que le Stade Toulousain, il ne faut pas être un bon joueur, il faut être un très bon joueur, comme Clermont, comme Toulon, de ne pas avoir les meilleurs joueurs, ça peut être dangereux sur toute une saison où ils doivent impérativement être dans les 6 premiers, impérativement se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc c'est se mettre en danger. Alors donc voilà, comment on fait? On ne prend plus d'étrangers parce qu'on reproche d'avoir trop d'étrangers dans les clubs français, moi le premier, et au détriment des jeunes. Mais si on met les jeunes qui sont bons, qui sont pris en équipe de France, alors on ne va plus avoir assez de temps pour les faire jouer. Enfin, il va falloir vraiment trouver un juste équilibre. Il faut peut-être que ça se mette en place une première fois, de voir comment ça fonctionne. Je pense que des deux côtés, il y a des gens assez sensés, assez intelligents pour que ça soit profitable aux deux parties, que ce soit au club et à l'équipe de France. Cet ancien 3/4 L de l'équipe de France admet l'argument santé physique des joueurs, mais estime que le débat n'est pas là. Le rugby était beaucoup moins dur, donc on en faisait beaucoup plus. On faisait entre tous les matchs de championnat, alors en plus il y avait des poules, c'était on faisait plus de 40 matchs. Entre les matchs de l'équipe de France, les tournées, parce qu'on avait des tournées pareilles, les matchs du manoir, et puis nous on était dans une logique où on voulait jouer. Enfin on n'était pas là pour ne pas jouer. Alors le rugby était moins dur physiquement, on ne s'entraînait pas tous les jours, on récupérait beaucoup plus. Donc c'était une autre époque, c'est justifié. Il y a la santé des joueurs, il y a la qualité de l'équipe de France, même si je pense, et je le redis, qu'elle n'est pas liée uniquement au nombre de matchs que font les joueurs. Moi c'est mon intime conviction, il y a autre chose à travailler aussi, au niveau de la formation, au niveau des jeunes qui montent techniquement. On est sur un système physique, on ne parle que de ça et on oublie que les différences se font techniquement. Le problème tiendrait plus du calendrier trop intensif que du nombre total de matchs assurés. Reste également l'aspect économique du problème. Les supporters seront-ils toujours au rendez-vous sans les têtes d'affiche? Alors Jean-Marc, le monde du rugby connaît une agitation pour le moins inhabituelle et la décision de Jean-René Bouscatel de quitter le comité directeur de la Ligue, même si ça reste à confirmer, aucune des parties ne le confirme, elle fait réagir en tout cas notamment sur Twitter. Ah oui, ça tweet, en tout cas la sphère numérique en parle partout. Alors regardez ici, ce sont les contres qui disent plus ou moins indirectement Bouscatel il veut bien faire jouer ses joueurs longtemps mais pas pour l'équipe de France. Regardez ça, c'est Boucherie-Ovalie qui dit donc Bouscatel est vénère parce qu'il ne pourra pas faire jouer ses 35 matchs à du Sautoir et Picamol et les cramer comme la saison dernière. Ok. Voilà, ça c'est les contres. Et puis il y a aussi les partisans, oui, bien sûr, toujours. Et puis il y a ceux qui comprennent quand même Jean-René Bouscatel. Vous le connaissez celui-ci? Oui, c'est Mourad Boudjelal. Voilà, et qui est président du RC de Toulon. Voilà, il dit on lui a mis la corde au cou à Jean-René Bouscatel. Il le comprend là. Il y a une certaine solidarité peut-être entre président et dirigeant de club. Et puis il y a aussi évidemment à un autre niveau. On sait qu'en ce moment, par exemple, les droits à télévision entre Bein Sport, Canal+ et la Ligue nationale de rugby sont en jeu, et notamment la fédération. Et alors, qui aura le droit de diffuser le top 14 ? Canal+ avait fait une négociation de gré à gré, ça semble ne pas marcher. Bein Sport est très intéressé. Et là, pareil, sur Twitter, ce n'est qu'une histoire d'argent ou qu'une histoire de Canal+ contre Bein Sport. Vous ne passerez pas le message de Canal+ à la LNR. La LNR mériterait que Canal+ se retire de l'appel d'offres et la laisse avec un championnat confidentiel et bradé sur Bein Sport. On parle, en tout cas, Bein Sport serait apparemment prêt à formuler une offre. On parle de 100 millions d'euros. Il y a des gros enjeux, en tout cas, autour de la table de négociation. C'est peut-être pas le moment de s'éloigner de tout ça. Justement, faut-il que M. Bouscatel s'en aille? C'est tout simple. S'il y a un gâteau à partager, autant que tout le monde soit autour de la table pour savoir quelle part il veut.
s'il quitte la table, s'il fait la chaise vide, là, il ne pourrait peut-être plus rien dire. Alors ça, c'est à suivre. Il y aura une grosse conférence de presse en janvier. En tout cas, ce sera le Stade Toulousain qui parlera cette fois-ci pour de vrai, si on peut dire. Bon, on y reviendra. En attendant, on va en parler sport à présent, mais on va traiter l'actualité côté terrain parce qu'elle est riche, notamment ce week-end. Et on débute avec du football. C'est la 19e et dernière journée de Ligue 1, dernière journée avant la trêve. Le Toulouse Football Club, 11e, reçoit Guingamp, 12e, avec la possibilité de terminer cette première moitié de championnat sur une bonne note. Les Toulousains, ils restent sur une série de 4 matchs sans défaite en championnat. Au coup d'envoi, les hommes d'Alain Casanova pourraient accuser un petit déficit de forme, car à la différence de Guingamp, ils ont joué en Coupe de la Ligue cette semaine à Marseille, ils ont joué et perdu. Voilà, donc côté effectif en tout cas, Trero, Yago et Ninkov sont forfaits. En défense, le Zebina est de retour. Et Dido est également opérationnel. À noter qu'en cas de victoire, les Toulousains termineraient avec 1 point de plus que la saison passée à cette même période de championnat. C'est plutôt une belle performance parce qu'on rappelle qu'il y a eu pas mal de changements d'effectifs à l'intersaison, un changement de système de jeu également. On va parler de rugby et du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, 2e, reçoit l'Union Bordeaux-Bègles, 10e samedi, ce sera à 20h35. C'est la 14e journée du championnat. Et les Toulousains doivent se rattraper après une défaite qu'ils auraient pu éviter, dit-on, lors de la précédente journée à Grenoble. À domicile, ils restent sur un cuisin revers face au Connard. C'était en Coupe d'Europe, revers qu'ils auront à cœur d'effacer. Guy Novès peut compter sur un effectif quasi complet sur cette rencontre. Et une grosse info pour vous, François. Un petit nouveau arrive? Oui, absolument. Une info côté effectif qui demandera confirmation, mais qui excite déjà toute la ville et ses innombrables amateurs de rugby. Vous le voyez ici, vous allez le voir, c'est Toby Flood, le demi d'ouverture du 15 de la Rose. Il compte près de 60 sélections. Il aurait annoncé son départ de son club actuel, Leicester, à ses coéquipiers pour rejoindre le Stade Toulousain à compter de la saison prochaine. Ça nous ramène en 1995 où déjà le demi d'ouverture du 15 de la Rose, Rob Andrew, avait signé au Stade Toulousain 95. C'est une année de titre pour le Stade Toulousain. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, pour l'instant, ça fait rêver, on peut le dire. Il est très élégant en tout cas. Voilà, on suit un mot de Pro D2, Jean-Marc. Oui, avec Colomiers 6e qui se déplace à Pau, 3e. Colomiers en grande forme tentera la passe des 4 victoires consécutives. De quoi passer la trêve confortablement. Et on rappelle que pour la Pro D2, on en parle tout le temps sur TLT en ce moment. Oui, on vous rappelle donc la émission à suivre pour les amateurs de Pro D2. C'est Bonus Rugby avec une première diffusion chaque mardi à 17h30. Cette émission est retrouvée également sur tlt.fr. L'actualité de Colomiers, d'Auch, de Tarbes, d'Albi et de Carcassonne, enfin bref, les clubs du Sud-Ouest, elles sont à l'honneur, en images et en commentaire avec nos spécialistes encadrés par Denis Dupuis. Qui aime la castagne, on peut le dire comme ça. Hein, on peut dire ça, il aime bien encadrer, cadrage débordement. Et on termine peut-être avec du hand. Dimanche à 16h, les Phoenix de Toulouse vont aller jouer à Nantes, enfin à Rozé exactement. Ce sera à 16h, c'est en Coupe de France. Et enfin, les filles du Toulouse Métropole Basket prendront la direction de Tarbes pour y affronter. Alors, le Tarbes-Gesp-Bigorre, samedi à 20h aussi, François. Voilà, qui était très complet. On va parler culture à présent avec une expo rétrospective. L'artiste d'origine chinoise Yang Jiaojiao expose 50 ans de création, le travail d'une vie vouée à l'abstraction. L'artiste né à Shanghai transporte le spectateur dans un flot de couleurs et c'est à voir jusqu'au 1er février 2014. Les œuvres de Liu Yang sont de style de l'abstraction informelle, de la gestuelle. Donc vous avez la partie paysage informel et après, on va dire au niveau abstraction, un travail de fleurs floral, mais au niveau abstrait. L'artiste explore aussi la calligraphie. Les œuvres de Liu Yang sont à voir jusqu'au 1er février 2014 à la galerie BAM. Du spectacle, du cirque, du sport, pourraient dire certains, de la poésie, diraient d'autres. Aurélien Bory, grand metteur en scène en tout cas, en ce moment c'est au TNT, ça s'appelle Azimut, c'est un très beau spectacle avec le groupe acrobatique de Tanger. On regarde des images, c'est absolument magnifique et presque mathématique. Voilà, des images magnifiques de Greg Lamazer. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir Courrier Sud, Aurélien Bory est invité. Restez avec nous pour la soirée sur TLT. Je rappelle que ce spectacle est jusqu'au 28 décembre au TNT, François. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. C'est aussi la dernière de l'année. Alors, toutes les équipes techniques de TLT, toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter les meilleures fêtes possibles. Si vous le souhaitez, on se retrouve le 6 janvier. Bon Père Noël.